Allez. Et bonsoir. Bien le bonsoir ou rebonsoir, oui, effectivement, étant donné qu'on était en live tout à l'heure. Vu le stream d'avant, en effet, comme Resident Evil, effectivement. Hein, tout à l'heure, on a fait un live Resident Evil 4. C'était cool. Voilà. J'espère que ça va toujours hein, pour ceux qui étaient là déjà, qui étaient déjà présents un petit peu plus tôt. Et sinon, bonsoir à celles et ceux qui vont arriver. Ouais, chef. D'ailleurs, je le redis, hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Hein. Si on le voit bien, là c'est un peu plus bas. Voilà, c'est le seul goodies que j'ai. Non, c'est pas le seul. J'ai une tasse. Restez calme. Restez calme. J'ai une tasse Umbrella et j'ai aussi la collection des films Resident Evil. Mais ça, cette gourde, c'est pas un truc officiel. C'est un truc customisé qu'on m'a fait. Bien le bonsoir Val. C'est de toute beauté, oui, effectivement. Bon. Ce soir, on mange bien, hein. Ce soir, on déguste, on se régale. Hein. C'est stylé, merci beaucoup. Ce soir, on va parler d'un sujet. Un pan de l'horreur intégral hein, de la culture internet. Hein. Un gros terrier de lapin. C'est un roc, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Hein. Ce soir, on va parler de Lost Media. C'est le sujet de l'Atrocity de ce soir. On va faire une petite définition. Qu'est-ce qu'un Lost Media? Un Lost Media, donc un média perdu, c'est ce que ça veut dire en anglais pour ceux qui ont loupé leur LV2. C'est donc du coup un produit culturel qui a été perdu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en retrouver la trace. Il n'est pas diffusé, il n'est pas présent de manière suffisamment importante sur la toile. Et il demande la mise en place d'une recherche intensive afin de pouvoir le retrouver. Ça peut concerner plein de choses. Hein. Ça peut concerner une musique ou un son qui vient peu importe d'où d'ailleurs. Ça peut être un épisode d'une série télé, d'un dessin animé. Ça peut être une peinture, un dessin, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, de manière intégrale. Ça peut être une interview, ça peut être une retransmission d'une émission télé, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un gigantesque terrier de lapin parce que vous admettrez qu'avec plus de 100 ans de télévision et de cinéma, si on parle on va dire des médias les plus vieux, et plus de 50 ans de jeux vidéo, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Je me demande si une scène coupée de film peut être un lance-média. Si c'est quelque chose qui n'a pas été montré au préalable, non. C'est-à-dire, il faut que ça soit quelque chose qui soit au moins connu de quelques personnes.
C'est une musique de DDLC, ça. OMG. C'est une musique de DDLC, hein. Des DLC qu'on refera en live, hein. Bien sûr. Pour notre plus grand plaisir. Hein. Et si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, hein. Gros truc, hein. Ça met l'ambiance. Est-ce que t'as déjà vécu un Lost Media? Alors, est-ce que j'ai déjà vécu un Lost Media? Oui, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Il y a un truc que j'arrive pas à retrouver sur la toile. C'est d'une musique qui date des années 2000, qui était fait en vieux CGI, hein, tout pourri, en images de synthèse, en images d'animation de synthèse de l'époque. Il était bien anxiogène, la musique elle était bizarre. Et je me souviens plus du nom de la musique. Je me souviens un petit peu du rythme, hein. S'il faut, c'est un truc qui est facile à retrouver, donc c'est pas un Lost Media. Mais moi, de mon côté, ça a totalement disparu. Ça fait Yoshi Island un petit peu. Peut-être. Du coup, pour en revenir au sujet, là ce soir, on va voir deux vidéos. On va voir une vidéo d'Obscuria, la vidéo, son avant-dernière vidéo, celle qui date d'il y a un mois, à peu près. Intitulée Il upload sans le savoir un Lost Media lié à une terrible affaire. Donc ça a l'air bien Gucci. Et la deuxième vidéo qu'on va voir, c'est la dernière vidéo qu'a fait Feldup. Voilà. Qui traite de Lost Media. Il en a fait déjà deux autres sur le sujet qui commence à remonter un petit peu, qu'on traitera une autre fois dans le cadre d'un prochain spécial Lost Media. J'avais vu un dessin animé plus jeune sur Gulli vers 2014-2015, je kiffais, mais pas possible de le retrouver. En termes de dessin animé... Si, il y en a un dont je me souviens, mais j'arrive pas... ça m'avait assez marqué, mais j'ai pas réussi à le retrouver sur YouTube, hein, par exemple. C'est sur un dessin animé qui était diffusé, il me semble, sur Cartoon Network ou sur Disney XD. Et c'est une scène où est-ce que le méchant de ce dessin animé se fait attaquer par un scorpion. Il y a le scorpion qui monte sur son dos et c'est une scène qui est un petit peu choquante. Quand on y pense, on a tous déjà maté des dessins animés, films ou autres, genre des cassettes ou DivX qui ont disparu et dont on connaît pas le nom. Le dessin animé que je décris, je n'arrive plus à me souvenir. Je sais plus si c'est un truc dans le style Ami et Yumi. C'est pas ça. Non, c'est pas Ami et Yumi. C'est pas Samurai Jack non plus. C'est un petit peu. Il me semble que c'est un petit peu dans ce style graphique. Et le méchant, c'est un génie du mal qui a sa base dans un volcan, de mémoire.
Pour ceux qui connaissent, qui ont maté les dessins animés à partir de 2000... Les dessins animés de 2005 à 2015, on va dire. Samurai Jack, non, c'est pas Samurai Jack. Gamin, j'avais vu un film rétro en noir et blanc sur une sorte de kraken géant, pas moyen de le retrouver. Bon, on va s'y lancer. Du coup, la première vidéo. On va couper la musique. Là. Vous me dites si le son c'est ok, hein, d'ailleurs. Chaîne d'Obscuria qu'on avait vu il y a pas longtemps dans dans une précédente émission qui est très très cool. Et il prend du galon, le mec, il a largement dépassé les 10 000 abonnés assez récemment et ça augmente de manière fulgurante. L'histoire d'aujourd'hui sera un peu spéciale. Alors oui, vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo, on va de nouveau parler d'un Lost Media qui a refait surface. Mais ce coup-là, je vous garantis que ce sera un peu différent de... J'ai vu du Ed et Eddie incroyable comme dessin animé, ça. Peut-être un de mes préférés. D'habitude. Déjà parce que l'histoire que renferme cette VHS est incroyable, et que... Ma grand-mère me parlait de ses films préférés, elle avait parlé d'un film en noir et blanc qu'elle avait sur cassette et qu'elle a perdu du jour au lendemain, depuis 40 ans quand même, hein, putain. Ça vaudrait le coup d'essayer de refouiller dans sa maison pour le retrouver. À moins si elle est persuadée de l'avoir paumé vraiment quelque part et c'est impossible à retrouver. Il y a Nick Crowley qui a sorti une nouvelle vidéo sur les moments les plus sombres à la télé et c'est vraiment très bon. Ouais. On pourra parler on pourra retraiter des vidéos de Nick Crowley, de Nexpo, éventuellement, d'autres créateurs. On avait vu Disturban aussi pour du True Crime. Le problème, c'est que c'est en anglais. Et donc, du coup, c'est pas adapté à tout le monde. Hein, on rappelle quand même qu'ici, on va traiter principalement de vidéos francophones. Et de créateurs de contenu francophones sur YouTube. Cette fois-ci, même s'il me reste quelques doutes, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fake ou d'un potentiel ARG. Il y a en effet de grandes chances pour que cette VHS soit bel et bien passée des mains d'un agent spécial du FBI aux étals d'un dépôt-vente de Portland avant de se retrouver sur YouTube. Laissez-moi donc vous présenter l'incroyable histoire de la VHS sur laquelle avait été écrit à la main Jerry Hill 199M NY 25 29 58. La vidéo initiale dure 8 minutes et 51 secondes et n'a pas de son. Si vous voulez la regarder entièrement, le lien est en description. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on regarde cette vidéo en premier? Pour se faire un petit peu le contexte. Il était sur une étagère et un jour elle voulait le regarder, et là pas moyen de le trouver et c'est pas faute d'avoir cherché. Ça doit traîner quelque part. Ça doit peut-être traîner quelque part. C'est à voir. Littéralement avalé par le monde. Ou alors non, il va la résumer ici. L'enregistrement commence par une quinzaine de secondes d'écran violet. Un glitch fait apparaître un nouvel enregistrement d'une émission mexicaine de la fin des années 80 nommée Cámara Infraganti.
Et puis, un écran noir, et en sous-titre, un énigmatique « Good Boy ». Quelques secondes après, le caméraman fait un plan serré sur des VHS posés sur un tissu rappelant un camouflage militaire, ainsi que sur un article de presse qui semble avoir été bien mis en évidence. D'ailleurs, la personne qui filme zoome carrément sur l'article, et il est possible d'en lire le titre. Un homme qui est accusé d'avoir vaporisé un truc irritant. L'homme accusé d'avoir dispersé des gaz nocifs irritants à Disneyland a été arrêté. Ouais, voilà. À 1 minute, un nouveau plan qui est accompagné du sous-titre « Les invités morts ». Pendant plus d'1 minute, la personne montre les différents portraits, toujours sans dire un mot. Et un nouvel écran noir, qui dure une dizaine de secondes avec le sous-titre « Nerve Gas », qui fait référence à un agent innervant, un poison mortel qui affecte le système nerveux. Et puis « Made Easy », que l'on pourrait traduire par « fait facilement ». Ensuite, on voit tout un tas de matériel semblant avoir été placé avec méthode. La personne qui filme répand un liquide semi-visqueux et transparent sur un plateau. Le caméraman se saisit ensuite de pinces et montre qu'il y a plusieurs bocaux qu'on imagine remplis de composés chimiques. La caméra balaie l'installation pendant quelques instants, puis zoome sur une grosse horloge en carton accompagnée d'un calendrier. Et clairement, on dirait que la date précise du vendredi 14 avril 1995 à 21h semble avoir une grande importance. À 4 minutes 56, c'est le retour de l'écran noir et du dead guest. Sauf que cette fois-ci, ça enchaîne sur ce que j'imagine être des produits chimiques. Il y a des paquets qui semblent être stockés dans un frigo, puis le caméraman fait des trucs bizarres avec son doigt et nouveau plan. Sur une avenue avec des voitures qui passent et retour de dead guest. Quelques secondes après, c'est le glitch, et retour à la série mexicaine, où on voit d'ailleurs un mec tomber 2 fois dans un rodéo en 30 secondes. Une première fois par l'animal, et une deuxième fois par la barrière. Et glitch. Ensuite, des enfants autour d'une fontaine, et puis écran bleu glitché pendant les 2 dernières minutes de l'enregistrement. Bon, voilà, vous avez autant d'informations que moi sur ce mystérieux enregistrement. Et c'est quand même un peu flippant, non ? C'est flippant parce qu'à ce stade, il est difficile de savoir si c'est une vidéo récente, éditée pour avoir l'air de venir du début des années 90. Donc, un côté un petit peu found footage analog horror. Ok. C'est vrai que le début, vu comment c'est fait, ça pourrait être assimilé soit à un projet artistique. Bon nombre de personnes ont déjà fait ce genre de vidéo. Soit à une sorte d'ARG. Est-ce que, par conséquent, c'est quelque chose de réel ? Est-ce que ça démontre quelque chose ? Ça, bon, à voir. Faite par quelqu'un qui veut très certainement démarrer un ARG, ou bien si c'est un enregistrement authentique de l'époque. Si c'est un ARG, je ne vois pas vraiment quel autre indice il peut y avoir, à part la date du 14 avril 1995, qui est d'ailleurs une date qui est passée depuis pas mal de temps déjà. Ben, l'horloge... Le gaz, on a le contexte donc du coup qui est la fabrication la fabrication d'une arme chimique, ok. On a une date supposément butoir à laquelle cette arme pourrait être réutilisée, ou alors à laquelle elle a déjà été utilisée. Ça peut être un début d'ARG et à partir de là, ben autant se focus sur quel style d'événement dans ce style s'est passé dans les années 90, à la date en question. Du coup, il pourrait s'agir d'une vraie vidéo, d'un vrai enregistrement de quelqu'un qui souhaitait utiliser des armes chimiques. Mais pour en être sûr, il va falloir faire quelques recherches. D'abord, on va s'intéresser à la manière dont cette vidéo a été rendue publique. En apprenant plus sur l'objet en lui-même, on trouvera peut-être quelques informations sur l'enregistrement. Et bon, avant d'entrer dans les détails, on va faire un petit résumé rapide pour les gens qui n'ont pas connu l'ère des VHS et des magnétoscopes. Dans les années 90, il y avait des VHS partout, parce que ces merveilleux objets étaient utilisés pour regarder des films achetés ou loués, mais également pour enregistrer du contenu. Les vidéos de famille, les anniversaires, les événements de la vie en général, mais principalement des moments joyeux. Les sextapes. Grâce aux VHS et au magnétoscope pour les lire, on pouvait faire bien des choses, et notamment éditer ses propres vidéos en réenregistrant par-dessus.
Du coup, la vie d'une VHS vierge était généralement mouvementée, et une même bande pouvait contenir le début d'une cérémonie de mariage, puis 30 minutes de match de foot, et la fin d'un film qui passait à la télévision. Ça, Un c'est enregistrement en remplaçant un autre, les VHS devenaient, après quelques années d'utilisation, des palimpsestes d'images et de sons. Du coup, dans l'enregistrement dont on va parler aujourd'hui, il n'est pas anormal qu'il y ait des glitches et des extraits d'une série télé. Bref, un jour Oui, le parce DVD que est arrivé. tu as pas vraiment une maîtrise totale de l'édition que tu fais de la VHS. Tu vas avoir des coquilles qui vont se mettre. Il y en a eu des trucs sur ces VHS, la vache, oui, oh, oui, oui, oui. C'est ce qui a donné toute l'esthétique qu'on connaît aujourd'hui, hein, l'esthétique des liminal space, l'esthétique de l'analogue horror. On joue quand même hein, sur un type de technologie qui était très novatrice, très utilisée, mais qui avait aussi une très grosse zone de flou. Justement parce que tu n'avais pas l'emprise sur l'intégralité du truc. La VHS a une marge d'erreur qui est considérable, hein. Enfin non, plutôt au contraire, qui est incroyablement restreinte, hein. Ça fait que moindre truc que tu pouvais faire sur une VHS, si tu ne connaissais pas, encore plus, euh, tu peux avoir des glitches, tu as l'usure de la bande en elle-même. T'as moyen de faire des trucs, hein. Faudrait récupérer un magnétoscope. Je crois que j'en ai un encore chez mes parents. Un magnétoscope, des casques, plein de VHS, des vierges, celles où est-ce qu'il y a déjà eu des enregistrements, et essayer de bidouiller des trucs avec ça. J'adorais les VHS avec le côté un peu usé de l'image en mode cinéma bobinant. Oh bah oui, c'est ce qui fait Et son en charme. quelques années seulement, l'immense majorité des VHS sont partis dans les caves, les greniers, les rues, et pour l'immense majorité d'entre elles, à la décharge. Hmm. Du coup, des tonnes de VHS renfermant des petits morceaux de vie se sont retrouvés éparpillés dans la nature. Et si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il y a des groupes de gens avec des passions très précises et originales dont vous n'imaginez même pas l'existence. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ceux qui achètent et trouvent des VHS maison et qui décident de regarder ce qu'il y a dessus par pure curiosité et d'uploader le contenu sur leur chaîne quand ça leur semble intéressant. On va parler d'eux parce que sans l'intervention de ces personnes-là, cet enregistrement aurait certainement été définitivement perdu. Les bons débunkers, là. Dr. Rip. Tout a commencé sur la chaîne de Dr. Rip VHS. Dans la section à propos de sa chaîne, on peut lire la description suivante. Salut, je m'appelle Dr. Rip. Sur cette chaîne, je vais uploader des Lost Media que j'ai sauvés de la benne à ordures. Mon objectif est de créer une capsule temporelle avec tout ce qui était sur le point d'être perdu. Et avec près de 600 uploads en moins de 2 ans, la chaîne de Dr. Rip est rapidement devenue une référence au sein de cette communauté. Le nombre de Lost Media via les VHS, ça doit être incroyable. Ouais, c'est ouf parce que c'est quasi mon rêve de faire ça en mode enquêteur rétro. Ça peut être possible, hein. Ça peut être possible à faire, hein. Doit y avoir moyen de récupérer pas mal de trucs, hein. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a une population qui est plutôt vieille hein, en France et qui doit avoir conservé mais tellement de trucs, c'est limite hein, ce que tu peux faire pour pouvoir les récupérer, c'est de faire un collectif ou une association en mode donnez-nous vos VHS, quelque chose comme ça, peut-être en échange d'une contrepartie. Comme celle de Feldupla avec la cassette de musique perdue en forêt. Ouais. Avec son baladeur, ouais. Enfin, son Walkman. Ah non, c'est une cassette de radio. Hola, salut Reverlance. Eh bien le bonjour. Enfin, bien le bonsoir. Et c'est donc le 9 juillet 2021 que Dr. Rip a uploadé cette vidéo sur sa chaîne. Voyons sa description de l'enregistrement. De toutes les VHS hantées que j'ai trouvées, je crois que celle-ci est la pire. Il y avait un bout de scotch avec un truc écrit dessus. Est-ce que quelqu'un a un moyen de savoir d'où ça vient ? Bon, franchement à première vue, ça fait un peu gros. Le coup de la cassette trouvé par hasard, on connaît ça bien sur cette chaîne. Mais là, c'est un peu différent.
Déjà, Dr. Rip est clairement quelqu'un qui upload de vieilles cassettes qu'il trouve ici et là. Ça veut donc dire qu'en termes de probabilité, si quelqu'un devait tomber sur une VHS égarée ayant appartenu à quelqu'un qui préparait une attaque chimique, eh bien, c'est bien ce type de collectionneur. Du coup, le fait que ça vienne de Dr. Rip crédibilise grandement la chose. Mais Vous imaginez juste les anciennes vidéothèques, les anciens vendeurs ciné et aussi jeux vidéo et tout ça qui ont des trucs qui datent mais d'il y a super longtemps, qui ont des rangées et des rangées de VHS. Ça doit être une mine d'or le bordel. Ça doit être incroyable. gardons notre esprit critique et tentons de trouver plus d'éléments. Intéressons-nous à ce qui était inscrit sur la VHS, et plus particulièrement le numéro qu'il est possible de trouver à la fin. 199 M, NY, 25, 29, 58. Alors, pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand un des membres de la communauté du youtubeur américain Barely Sociable a vu ce code, il a directement compris à quoi ce numéro faisait référence. Et grâce à lui, cette suite aléatoire de numéros faisait désormais sens. On peut donc le remercier pour ses recherches, car sans son intervention, il y a de grandes chances pour que cet enregistrement n'ait jamais reçu toute l'attention qu'il méritait. Voilà ce qu'il a remarqué. Les chiffres sur l'étiquette de la VHS suivent le format de système de numérotation des dossiers centraux du FBI. En gros, il s'agit du système Déjà, de là, ça numérotation pue, des dossiers pour qu'ils puissent être facilement retrouvés après qu'ils aient été archivés. Et effectivement, ça semble plutôt bien collé. Pour faire simple, le premier élément, 199, fait référence aux affaires de... Bon, je peux pas prononcer le mot dans cette vidéo. Terrorisme et counter-intelligence, comment on peut le traduire? Des affaires d'espionnage affaires d'espionnage étrangère, à peu près? Parce que l'intelligence, ça regroupe la recherche et l'espionnage. C'est du contre-espionnage, à peu près. Hein, je sais pas si je dis du bullshit. Terrorist activities, bombing, kidnappings, l'import d'armes et d'explosifs par des groupes terroristes suspectés. Mhm. Donc déjà là, quand même, ça pue, hein. Ouais, voilà, du contre-espionnage. Du contre-espionnage. Là déjà, là, ça pue. Là déjà, tu te dis, on tombe sur un truc où est-ce que le numéro de classification est rapporté au FBI et que apparemment ça serait archivé dans la catégorie terrorisme. Puis en plus, du terrorisme chimique. Cabane sous le chien. Mais vous pouvez le lire par vous-même. C'est-à-dire que ça concerne des archives de la branche du FBI en charge de déjouer les attaques qui menacent le sol américain. Et le M, qui est juste après le 199, eh bien il semblerait que ça signifie que le groupuscule en question ne représentait qu'un petit nombre de membres. C'est un peu la catégorie divers des services du FBI. Mhm. Le NY, quant à lui, indique l'origine du dossier. Donc ici, vraisemblablement... New York. Et généralement, il y a entre 3 et 6 chiffres qui indiquent le numéro de dossier à proprement parler. Bon, on a donc un enregistrement flippant d'un mec qui mélange des produits chimiques, qui zoome sur un article de journal qui parle d'une attaque au gaz dans un Disneyland, et sur la cassette, une suite de chiffres et de lettres qui matchent parfaitement avec le thème même de l'enregistrement. Tout ça ne pourrait être qu'une simple coïncidence. Et puis, peut-être que ça n'est qu'un hasard si le code inscrit sur la VHS correspond au système d'identification des dossiers du FBI. Et si, on verra par la suite, parce qu'apparemment c'est vrai, mais si à la base c'était juste un ARG créé par un mec lambda du web, franchement déjà là c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Le mec il va quand même ressortir le système de classification du FBI, hein.
pour étoffer son propos. Hein. Creusons un peu plus. Intéressons-nous maintenant à ce nom, Jerry Hill. Quand on tape Jerry Hill sur Google, la seule chose que l'on apprend, c'est que ce patronyme est très courant aux États-Unis. Mais ça, on s'en doutait déjà. Mais si on rajoute Ça me fait penser FBI aux photos que derrière, prenait on peut tomber sur ça. John Wayne En Gacy. 2007, un agent spécial du FBI de Portland, en Oregon, a déposé une plainte contre ses employeurs car il l'aurait viré parce qu'il était devenu trop vieux. Et dans ce document, il y a tout un récapitulatif du parcours de Jerry Hill. Et oui, il y a bien eu un Jerry Hill qui travaillait dans les années 90 au FBI, dans le département dont nous avons parlé tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il se pourrait que le FBI ait donné des cassettes de l'enregistrement d'un groupuscule préparant une attaque à ses enquêteurs? Et serait-il possible que ce bon vieux Jerry ait tout simplement perdu cette cassette? Et encore plus fou que cette VHS ait été trouvée par un type dont la passion est d'uploader des vieux enregistrements oubliés. Sur YouTube. Ça commence à faire vraiment beaucoup de coïncidences, mais en même temps, il y a pas mal d'éléments qui me laissent penser que ça n'est pas une mise en scène, et que c'est peut-être réellement un élément d'archive du FBI qui s'est retrouvé dans la nature. Revenons à un élément que j'ai volontairement négligé jusqu'à présent, l'article de journal. Cet article est sorti dans l'édition du jour du Orange County Register, du 1er avril 1995, et nous apprend que ce jour-là, un homme avait faiblement intoxiqué une trentaine de personnes à Disneyland. Du coup, le fait que cet article parle de ce type d'incident, que la personne qui filme zoome dessus en ayant écrit « Bien joué mon gars », qu'il y a écrit « Nerve Gas », qu'il nous filme ensuite tout un tas de portraits avec écrit « Dead Guest », et qu'on voit très clairement le caméraman manipuler des produits chimiques, tout ça semble, une fois de plus, très cohérent. La grosse question que j'ai, pourquoi est-ce que le portrait des Dead Guests, c'est des portraits de photos qui datent d'il y a genre plus de 100 ans? Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet enregistrement? Creusons un peu plus pour espérer en apprendre davantage. Déjà, que s'est-il passé le 14 avril 1995 à 21h? Eh bien, dur à dire. Mais en tout cas, on sait que le 13 avril, donc juste un jour avant, la sécurité de Disneyland a reçu une mystérieuse VHS montrant un homme portant des gants en plastique manipuler des produits chimiques. Le porte-parole du parc, Tom Brocato, avait naturellement pris contact avec les autorités et remis la cassette aux enquêteurs. Et avec cette VHS, une lettre, dans laquelle il était précisé qu'une attaque semblable à celle du métro de Tokyo, qui s'était déroulée quelques semaines plus tôt, le 20 mars 1995, allait frapper le sol américain. Mais en regardant les articles de presse des jours qui ont suivi, on peut lire que cet enregistrement était en réalité un hoax. Ok. Mais est-ce qu'on en est vraiment certain? Quand le journaliste a écrit son article, il était peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Aum Shinrikyo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la secte japonaise Aum Shinrikyo, ou l'ordre de la vérité suprême? Dans l'écosystème des sectes, il y a toujours eu des profils assez variés. Il y a celles qui sont juste très perchées mais qui font leur truc dans leur coin, et puis il y a celles qui attendent l'apocalypse, qui font des choses totalement absurdes et qui veulent, au final, buter un maximum de gens pour X ou Y raison irrationnelle. Et bon, pour Aum Shinrikyo, on est totalement dans cette deuxième catégorie. Le mouvement de la vérité suprême a été créé au Japon en 1984 par un dénommé Shoko Asahara. Pour résumer rapidement, Shoko Asahara était atteint d'un glaucome étant enfant, le rendant quasiment non-voyant d'un œil. Il a donc été envoyé dans une école pour enfants atteint de cécité, mais comme il pouvait tout de même voir d'un œil, il en profitait pour racketter ses petits camarades de classe. Plus tard, il est devenu acupuncteur, spécialiste de la médecine chinoise traditionnelle, herboriste, guérisseur énergétique et professeur de formes très ésotériques de yoga. Là, déjà, on part avec un sacré packaging. C'est du petit lait, hein. Là, c'est sectaire. Là, c'est le terreau fertile de la secte. Hein. C'est fascinant, les sectes. C'est fascinant, les sectes et les théories du complot. On se rappelle bien l'organigramme. Enfin, la sorte de pyramide inversée que j'avais montré. Très, très gros sujet qui viendra pas avant un bon moment. D'ailleurs, Feldup... Il y a quelqu'un qui a demandé à Feldup s'il comptait le faire, et il y a Feldup qui a dit que c'était pas exclu.
mais que c'était tellement un bordel sans nom, avec tellement d'informations recoupées, que ça risque de prendre 3 plombes, quoi. Qui est, ne nous voilons pas la face, de bons secteurs d'activité pour développer une pensée totalement bullshit et faire perdre petit à petit pied les gens qui le suivent du réel. Et il est aussi possible de rajouter que le leader prétendait pouvoir léviter, voir dans le futur, à travers les murs, etc. Et je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire de ce mouvement car je compte vous en reparler plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc allons directement à l'essentiel. Le moment qui a fait passer Aum Shinrikyo, d'une secte qui agissait dans l'ombre, à ennemi numéro 1 de l'État japonais. Le 20 mars 1995, des membres de la secte ont attaqué le métro, en y répandant du gaz sarin, faisant ainsi 13 morts et 6300 blessés. Le gaz sarin qui a été utilisé est justement un agent innervant, qui provoque la mort de quiconque entre à son contact. Ça va plus loin que ça, même. Le gaz sarin, en termes d'armes chimiques, on est dans le top tier, là, à ce niveau. Hein. C'est une énorme saloperie. Hein. Il en faut tellement peu pour pouvoir tuer quelqu'un. C'est tellement volatile. Tu claques une fiole en plein milieu d'une ville. Tu as toute la ville qui est contaminée au bout de peu de temps. De mémoire, c'est comme ça que ça fonctionne. Environ 500 fois plus toxique que le cyanure. Il passe facilement la barrière des poumons et est absorbé par la peau, d'où il passe directement dans le sang. Considéré comme une arme de destruction massive par les États-Unis, par les Nations Unies. Sa production et sa conservation sont interdites. Les États devaient avoir détruit leur stock d'armes chimiques avant 2007. Donc voilà, hein, on est... Voilà, le VX et le sarin, c'est très 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 grosse saloperie. Hein. C'est une énorme saloperie. Et je suis en train de regarder, mais c'est pas le premier attentat qu'ils font avec ça. Ils ont fait un premier attentat en 1994 dans la ville de Matsumoto. Et 95 dans le truc. Donc bon. Et en anglais, on appelle ça les nerve gas. C'est ça. Quelques jours après la parution des articles expliquant que la VHS reçue par Disneyland était un hoax, le FBI arrêtait 2 hommes japonais à la sortie de l'aéroport de Los Angeles. Et d'après certains articles de presse, on peut lire qu'ils transportaient sur eux des instructions écrites concernant la fabrication d'agents innervants, ainsi qu'un calendrier de l'année 1995 où 3 dates avaient été entourées, les 14, 15 et 16 avril. Mais en lisant d'autres articles, on apprend que les 2 hommes ont été relâchés faute de preuves. Et bon, vu le contexte de l'époque, et à quel point l'attaque du métro de Tokyo avait traumatisé le monde entier quelques semaines plus tôt, on peut imaginer que si les 2 hommes ont été relâchés, eh bien c'est qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre eux. Mais encore faut-il pouvoir accorder du crédit à l'article qui dit qu'ils ont été relâchés. Après avoir recoupé pas mal d'articles de 1995 sur le sujet, j'ai pris pleinement conscience à quel point l'état de la presse généraliste d'information était déjà à l'époque catastrophique. Toutes les rédactions se contredisent les unes les autres, et il n'y a jamais la moindre mention des sources des informations données. Donc pour être honnête avec vous, à ce stade, je suis un peu perdu. Est-ce que cette cassette était une mauvaise blague ou une vraie menace ? Eh bien, est-ce que c'est l'un des 2 japonais qui a enregistré ça ? Mais sachez simplement qu'en tant que bon gourou de l'apocalypse, Shoko Asahara avait prophétisé que quelque chose d'horrible allait se produire ce jour-là. Mais a priori, rien ne se passa. Pourtant, cette date match avec une des 3 dates entourées par les 2 japonais qui auraient été arrêtés à l'aéroport. Et même si les gourous illuminés ont l'habitude de prophétiser des événements qui ne se produisent jamais, c'est quand même un peu troublant, non ? Surtout quand on sait que le leader Aum Shinrikyo faisait souvent en sorte d'investir tout l'argent que lui donnaient ses fidèles dans la réalisation de ses prophéties.
Et de l'argent, la secte en avait beaucoup. Le nombre d'attaques qui avaient été planifiées contre des populations civiles donne le vertige. Et à en croire les rapports disponibles en ligne, il semblerait que beaucoup de projets n'ont pas pu être mis à exécution. Et d'ailleurs, les auteurs de ce récapitulatif des attaques d'Aum Shinrikyo précisent eux-mêmes que cette liste ne se prétend pas exhaustive. Donc, quand on sait que Asahara a été arrêté en mai 1995 et que quelques mois avant sa capture par les autorités japonaises, la secte avait entrepris de créer des antennes locales dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, plus rien n'est vraiment clair. Je vais être honnête avec vous. Je n'arrive pas à trancher si cette vidéo est un fake de 1995, un ARG récent, ou bien si c'est bel et bien un élément d'archive du FBI qui aurait été égaré, puis trouvé et uploadé par Dr. Rip. Mais d'un côté, l'histoire du passionné de VHS obscur est un peu trop belle pour être vraie. Mais d'un autre côté, pourquoi pas? Une fois de plus, Dr. Rip semble être les très éléments sont crédible et troublants, sincère. Et puis, je n'ai pas de mal à croire que quelqu'un qui traîne dans les brocantes, vide-grenier ou l'équivalent de Emmaüs aux États-Unis puisse tomber sur ce genre de choses. Sur la masse de VHS collectée par Dr. Rip, les probabilités de tomber sur quelque chose qui n'avait rien à faire dans la nature ne sont pas si basses. Comme nous l'avons vu précédemment, Dr. Rip a déjà uploadé un très grand nombre de contenus, et cette chaîne est en réalité sa 3e. Je reviens 20 secondes pour te demander quand tu posteras la VOD. Normalement demain, si je me bouge pour la faire. Demain, elle va pas durer hyper longtemps. Ça va durer un peu moins de 2 heures, je pense, au total. Donc voilà. Il y a un truc qui est vrai. Et j'en ai fait un tout petit peu l'expérimentation il n'y a pas longtemps. C'est quand vous vous mettez à chercher sur un sujet sur lequel vous pouvez trouver des dingueries, ou quand vous entreprenez un projet où est-ce que vous pouvez trouver des dingueries, même si 99,9% du temps il se passe rien, il reste aussi les 0,01%. Jusque-là, ça paraît logique. On l'avait pas vu là, c'est quelque chose qui sera traité une autre fois, de mémoire. Je sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne, mais il y a une vidéo de Feldup. C'est l'horreur de TikTok. Donc la première, je sais pas si on l'a fait. Si on l'a fait. On l'a fait. L'horreur de TikTok, avec en première partie, il avait parlé de Randonautica. Faut savoir que j'ai installé Randonautica sur mon tel et je l'ai testé. J'ai fait une première recherche GPS et je me suis rendu à l'endroit. Pas loin de chez moi. Je m'y suis rendu. Et le truc que j'ai trouvé, quand même pas mal. J'arrive dans une ruelle étroite derrière une église. Le truc, genre, ça fait quartier malfamé, tout ce que tu veux. Tu as des pompes à chaleur et des transformateurs électriques qui sont sur les côtés des bâtiments. La ruelle est très étroite. Tu peux pas passer avec une caisse. Et à l'endroit du ping GPS, je me tourne, je vois une porte en fer bleu incrustée dans le bâtiment, avec dessus tagué violeur. Et sur le moment, j'ai fait ah, quand même, hein. Donc la propension à chercher des trucs, parce que moi, j'ai utilisé l'application en me disant je me rends sur le point en question, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour, dans le but de faire un petit rapport, une petite description, et aussi dans l'idée de me dire, est-ce que l'endroit qui est sélectionné au hasard, suivant l'application, contient une dinguerie, aussi petite soit-elle. Et je trouve ça. D'accord. Donc ça m'incite à réutiliser l'application pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre dans la ville.
Pas nécessairement des dingueries, mais peut-être des petits endroits chouettos ou quelque chose comme ça. En effet, lorsque l'on upload comme lui des tonnes de contenu, les réclamations pour droits d'auteur vont très vite, et ce type de chaînes sont régulièrement effacées de YouTube. D'ailleurs, il est possible de retrouver des traces de ces anciennes chaînes, et clairement, il ne ment pas. Il y a beaucoup de preuves en ligne prouvant que Dr. Rip est un membre actif de la communauté Lost Media VHS. Et concernant cette cassette, il dit ne pas se souvenir de précisément quand il l'avait trouvée, mais il sait que c'était dans un gigantesque hangar de dépôt-vente de Portland, où il a l'habitude de chiner des cassettes rares ou simplement intrigantes. Donc malheureusement, comme les articles de presse pourtant tirés de journaux qualifiés de « respectables » aux États-Unis sont vraiment ridicules et se démentent tous les uns les autres, il ne nous reste qu'une chose à faire. Croire Dr. Rip, ou bien le féliciter pour ce faux Lost Media très référencé et cohérent. Pour ma part, le doute subsiste, mais je me plais à penser que tout ceci est vrai. Qu'une ou des personnes avaient pour projet de mener une attaque à Disneyland semblable à celle du métro de Tokyo, que l'agent spécial Jerry Hill basé à Portland ait été mis sur l'affaire, que d'une manière ou d'une autre il aurait égaré la VHS ou qu'à sa mort ses affaires auraient été données aux bonnes œuvres, et enfin que Dr. Rip la trouve et l'upload. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Sacrée histoire. Dans tous les cas, j'ai trouvé ce mystère numérique fascinant. Et je me plais à croire qu'il montre à la perfection que derrière une vidéo, un peu bizarre, uploadée par une toute petite chaîne, il peut se cacher une grande histoire, impliquant le FBI, une secte japonaise meurtrière, et surtout, une colossale dose de hasard pour que cette VHS atterrisse dans les bonnes mains, puis sous nos yeux. Putain. Et vous, quel est votre point de vue sur toute cette histoire? Je serais curieux de lire vos avis en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est juste quelques clics pour vous et ça aidera grandement cette vidéo à être mieux référencée. La suite arrive, restez connectés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria. Très très classe, hein, Obscuria. D'ailleurs... Obscuria Live. Ils ont travaillé dessus depuis Non. Je suis abonné, je sais pas s'il a fait des trucs récemment, Obscuria Live. Non. Peut-être plus actif sur YouTube et Insta. Bon, quoi qu'il en soit, très chouette vidéo, au demeurant. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à regarder un petit peu le reste de la chaîne, hein, et puis de toute manière on traitera d'autres trucs. Il arrive bientôt aux 12 000 abonnés, félicitations à lui. Puis voilà, on en aura d'autres. C'est par son biais qu'on a traité de l'iceberg des sites étranges d'internet. Donc c'est ce qu'on avait fait il y a genre peut-être 4-5 semaines en arrière. C'était super sympa. Théorie de la mort d'internet, enfin il y a moyen de décortiquer encore d'autres trucs, c'est très cool. On va passer à Feldup. Notre bon vieux Feldup national. Let's go. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais annoncer que je serai en concert le 8 avril à Épinal à la Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Les liens pour prendre vos places sont dans la description. Petit trigger warning, on le dit jamais assez, hein, si vous êtes sensible, abstenez-vous. Voilà, c'est le mot d'ordre qu'on répète très souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aléatoirement un jour d'avoir un souvenir précis d'un coup d'un produit culturel que vous avez consommé durant votre enfance? Que ce soit un dessin animé, un film, un livre, un jeu vidéo, n'importe quoi, une émission de télé, on a tous eu un jour ce petit souvenir aléatoire qui est arrivé. Peut-être qu'il vous a marqué parce qu'il vous a fait peur, peut-être qu'il vous a marqué parce que vous avez trouvé ça mystérieux, ou juste sans la moindre raison, vous avez une image, un truc qui vous revient sans mémoire particulière liée à celle-ci.
Là maintenant dans le chat, ou alors pour les personnes qui vont regarder cette VOD sur YouTube quand elle sortira, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à raconter un petit peu vos expériences vis-à-vis de ça, à raconter peut-être éventuellement vos propres lost media, vos propres expériences de produits culturels dont vous vous souvenez, mais que vous n'avez pas réussi à retrouver. Voilà. L'espace commentaire est à votre ample disposition. Rempli de nostalgie, vous vous ruez donc sur votre ordinateur, vous allez sur Google et vous essayez de chercher ce dessin animé, et vous ne le trouvez pas. Vous demandez à des gens autour de vous, certains voient de quoi vous voulez parler, d'autres pas du tout, et aucun n'arrive à le retrouver. Et bien cette expérience, c'est un des trucs qu'on voit le plus sur des forums orientés sur la nostalgie depuis les débuts d'Internet. Si en général ces efforts collectifs pour retrouver ses souvenirs d'enfance arrivent en effet à retrouver des archives, ça n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, on parle du cas de Lost Media, un sujet dont j'ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne. Les Lost Media, ou médias disparus, ou médias perdus, c'est toute cette catégorie de l'espace culturel qui a disparu complètement sans le moindre archivage, et qui est activement recherché par des communautés sur Internet, dont la très célèbre communauté du Lost Media Wiki. Les Lost Media, ça a commencé à devenir une sorte de mode autour des années 2019-2020, lorsque des chaînes comme Blame It on Rory et All Things Lost ont commencé à marcher. Et Blame It on Rory qu'on traitera aussi parce qu'il y a un iceberg intéressant des Lost Media qui est à notre disposition sur sa chaîne. Donc ça sera pour un autre épisode spécial de notre côté. Que le Lost Media Wiki a commencé à avoir une base d'utilisateurs assez élevée. On parle ici de centaines voire de milliers de personnes qui d'un coup se réunissent ensemble et se disent « Hey, on va retrouver cet événement culturel, on va retrouver cette émission de télé perdue ». Et ce qui est fou, c'est qu'en général, ils y arrivent avec certaines des méthodes les plus absurdes de l'histoire. Mais l'univers de Lost Media, ce n'est pas toujours très joyeux. Parfois, on tombe sur des sujets qui sont plus sombres, plus mystérieux, voire même véritablement terrifiants. Dans cette vidéo, qui va très probablement être découpée en 3, on va se pencher sur plusieurs cas de Lost Media que je trouve intéressants, mystérieux ou terrifiants, que ce soit dans le contenu du Lost Media ou bien dans les efforts de recherche qui ont été amenés pour espérer pouvoir le retrouver. Ah oui, c'est vrai, ça va être une vidéo en 3 parties. Eh ben, on va bouffer du Lost Media. On va en bouffer régulièrement. En l'occurrence, cette première partie de vidéo mettra plus en avant les capacités de recherche du Lost Media Wiki et des communautés qui gravitent autour, car on va se pencher ici sur des cas de Lost Media qui ont été retrouvés récemment ou pas. Chacun ont été retrouvés avec des méthodes de recherche que je trouve hyper intéressantes, ou alors il s'agit de Lost Media qui, dans leur nature, sont hyper intéressants. Vous allez voir, ça va être surprenant. Sur ce, sans plus attendre, laissez-moi vous plonger à l'intérieur de l'univers des Lost Media avec ma vidéo la plus extensive sur le sujet et certains des cas les plus fascinants que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Ah, l'effet VHS là comme ça, il est trop bien. La musique est bien. Sesame Street 847. Il s'améliore à chaque fois. Sesame Street, ou Un rue Sésame, c'est connu vaguement, mais ce n'est pas le monstre de culture que c'est aux États-Unis. On visualise vaguement les personnages comme Elmo, le Cookie Monster ou Big Bird, mais c'est vraiment pas francophone, malgré quelques portages qui ont moins bien marché. La création de Sesame Street revient à la fin des années 60, lorsqu'un groupe de sociologues souhaite créer un moyen pour les enfants issus de la pauvreté d'avoir accès à des formes d'enseignement abstrait, et donc lutter contre la déscolarisation et l'échec scolaire. Ah, c'est comme les trucs dans le style Kermit et tout ça, hein, Kermit la grenouille, machin et tout. Ça, c'est purement américain, c'est purement du produit culturel américain. On le connaît, nous, de nom et par influence, mais c'est pas quelque chose de base qui est francophone.
Ces sociologues vont se pencher sur la télévision et créer CTW, Children's Television Workshop, ou Sesame Workshop aujourd'hui, une organisation non lucrative qui va produire des séries pour très jeunes enfants sur le service public, le PBS Kids américain, dès 1969 avec les premiers épisodes de Sesame Street. Cette série est depuis 2006 la série télévisée pour enfants la plus regardée dans le monde entier, et c'était déjà un monstre d'audience très tôt dans sa conception. Aujourd'hui, la série compte plus de 4600 épisodes, ce qui est suffisant pour en regarder un différent tous les jours pendant 12 ans et demi, donc il est tout à fait normal que au sein de cette liste monstrueuse d'épisodes se trouvent forcément quelques controverses. Un exemple de controverse par exemple, pendant un temps le personnage de Big Bird avait un ami imaginaire qui revenait assez régulièrement et à chaque fois qu'il en parlait à ses amis, ses amis ne le croyaient pas. Cet arc lié à l'ami imaginaire a causé une énorme controverse. En effet, il faut prendre des énormes pincettes quand il s'agit de réaliser de la télévision pour très jeunes enfants. Les messages et les histoires doivent être millimétrés pour être sûr que ça rentre bien. Parce que je vous laisse réfléchir 5 secondes au problème que ça pourrait causer de dire à des enfants que s'ils disent un truc à des adultes qui paraît complètement invraisemblable, ceux-ci ne vont pas le croire et le faire se sentir honteux. Et c'est fou parce qu'il y a des dessins animés comme ça ou des productions qui sont très cringe dans la manière dont c'est réalisé. Ou est-ce que des fois tu te dis les mecs ils ont pas suffisamment réfléchi ou ils ont pas du tout réfléchi quand même. On peut parler d'un cas qui est assez parlant qui est les Teletubbies, qui est une émission d'éveil. J'adore quand il fait ces têtes-là en mode ben ouais vous êtes con. C'est clair. À chaque fois ça me fait marrer. Il m'a fait mourir de rire sur sa vidéo sur les jeux vidéo là. C'était incroyable. Les Teletubbies d'ailleurs sa vidéo sur les arts produits par des personnes qui ont vécu des traumatismes ou qui ont des problèmes mentaux montre que... Enfin non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi son iceberg des traumas de la Gen Z, je crois. C'est soit les traumas de la Gen Z, soit l'iceberg de YouTube. Où est-ce qu'on a parlé du lion dans les Teletubbies. Le lion avec ses dents pointues. Qui font que c'est un design qui est très agressif, trop agressif pour un enfant. Et d'ailleurs, voilà, Gen Z. Et d'ailleurs, les enfants, lorsqu'ils lorsqu'ils dessinent des pointes comme ça, dans leur dessin, généralement des dents qui sont ultra pointues comme ça, il y aurait une théorie comme quoi ça montrerait que l'enfant a subi un gros traumatisme. Voilà, vous avez compris, c'est pas bien. Il y a aussi d'autres controverses un peu moins intéressantes mais très drôles, genre quand en 2011, leur chaîne YouTube a été hackée et a été remplacée par du porn. Bref, moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, mais un truc qui sera peut-être un jour un findings dédié, c'est-à-dire les épisodes bannis. Que ce soit quand on a fait chanter au personnage Lucy in the Sky with Diamonds, un morceau très connoté LSD et psychédélique des Beatles, ou quand on leur a fait chanter du Chris Brown un an à peine avant les premières affaires de violence conjugale avec Rihanna, ou quand des paroles d'un morceau de musique font penser à des parents qu'on encourage leurs enfants à avoir des contacts inappropriés avec des adultes. Ouais, mais les épisodes bannis, alors là, c'est pas de leur faute, le cas de Chris Brown, parce que bon, on peut pas savoir tu peux pas savoir à l'avance qu'il y a des bails bressons comme ça sur le bonhomme. Par contre, ouais, après, ça fout un petit peu le dawa, ouais.
Ou alors quand on parle de divorce, on trouve plus d'une dizaine de segments qui ont été coupés. D'ailleurs le truc avec le divorce, etc., c'est un lost media en soi, mais celui-là on a beaucoup moins d'espoir de pouvoir le trouver. Comme dit précédemment, c'est une émission d'éveil pour des enfants qui sont avant la primaire. C'est véritablement un truc qui doit être extrêmement réglementé. Et c'est là qu'on arrive au cas très connu de l'épisode 847. Ce truc-là, pendant des années, ça a été le Graal des lost media. Tout le monde voulait se l'emparer. 10 février 1976, ce jour-là va être diffusé le nouvel épisode de Sesame Street pour la première fois, et celui-ci contient un caméo d'un des personnages les plus iconiques, d'un des films les plus iconiques de l'histoire américaine. La méchante sorcière de l'Ouest, du Magicien d'Oz. Dans ce film de 1939 qui est très connu, la sorcière est jouée par Margaret Hamilton, une actrice. Ouais, mais les ricains, c'est les plus grands moralisateurs alors que leur pays, c'est l'endroit le plus bordélique au monde. Oui. 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 Mais on va pas, on va pas discuter sur ça parce que sinon on part pour du débat particulièrement long. Mais on pourrait faire un énorme sujet global, voire même plusieurs épisodes, plusieurs émissions, sur les tenants, aboutissants et les travers de la culture américaine. Le rapport qu'on a vis-à-vis d'elle, nous en tant qu'Européens, par exemple, ou en tant que Français, plus précisément, ce que ça engendre dans leur pays, autant au niveau positif qu'au niveau négatif. Il y a beaucoup de trucs à dire sur ça. Véritablement hyper intéressante, hein. Je vous invite à vous intéresser à sa vie, elle est trop cool cette meuf, et son jeu d'acteur de la sorcière est un des trucs les plus mémorables du film. Faire un caméo d'un personnage aussi important de l'histoire américaine avec la même actrice qui l'avait joué dans le film 30 ans après, à la télévision, dans une émission télé pour enfants, ce serait hyper méta pour l'époque, pour les enfants. L'épisode devait, selon des articles de journaux de l'époque, traiter du sujet de la peur, du contrôle de celle-ci et du fait de créer des plans et des méthodes pour résoudre des problèmes. Le scénario était simple, la sorcière fait tomber son balai du ciel et est ramassée par le personnage de David. David refuse de lui rendre le balai et la sorcière répond en le menaçant de transformer le personnage de Big Bird en plumeau et d'autres châtiments. Donc l'épisode est diffusé ce 10 février 1976 et ce sera la seule fois qu'il sera diffusé à la télévision. Parce qu'il va provoquer un énorme tollé. Des tonnes de lettres seront envoyées à la CTW. Mes deux enfants, 3 ans et presque 5 ans, l'ont trouvée tout simplement effrayante et nous avons dû éteindre le poste alors qu'il était en train de pleurer. Ensuite, hier soir, ils se sont tous réveillés en pleurant, avec des cauchemars à propos de la sorcière méchante de Sesame Street. La sorcière qui visite vos programmes terrifie vraiment ma fille. Ce personnage en particulier a déjà été critiqué par 3 autres parents. Je pense que la sorcière était peut-être un peu trop pour les enfants en bas âge. Comment leur expliquer qu'elle n'est pas réelle ? Je n'aime pas la sorcière qui est dans Sesame Street. Ne la mettez plus s'il vous plaît, j'ai peur de elle. Hilary, 3 ans et demi. Je croyais qu'il y avait que des pantins en vrai, il y a que des pantins il me semble de manière générale, sauf que là pour le coup ils ont décidé de prendre une vraie actrice. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce qu'un enfant peut déjà faire la différence entre un vrai être humain et un pantin. Ça se fixe dans son imaginaire. Là, le fait d'avoir la vraie actrice renforçait d'autant plus le caractère effrayant de la sorcière en elle-même. C'est pas comme si tu avais un pantin à l'effigie de la sorcière du Magicien d'Oz. Là, la différence est beaucoup trop notable. Il y a également eu d'autres réactions, toujours négatives, mais qui cette fois-ci étaient peut-être un peu plus américaines. J'ai remarqué récemment que vos programmes parlent beaucoup de sorcières, de boules de cristal, etc. La raison pour laquelle cela m'inquiète, c'est que les sorcières ne sont pas de la fiction, mais elles existent dans le satanisme et le culte de Satan. Bref, vous comprenez, l'émission venait de recevoir l'une des réactions négatives les plus agressives qu'ils avaient reçues depuis le début de l'émission. Et comme ça a été créé par des sociologues, premier réflexe,
faire une étude. C'est simple, ils vont sélectionner 26 enfants, C'est clair. leur faire regarder en groupe l'épisode et mesurer leur réaction ensuite. La Eh oui, conclusion de toute bien la sûr. controverse et de cette étude, l'épisode est banni et on n'en reparle plus jamais. Meilleur moyen de... Ah. Et on a effrayé des millions de gamins américains, voire même de gamins à travers le monde, avec un épisode. Si on faisait une étude, où est-ce qu'on en prend une poignée et on les fait regarder en boucle l'épisode? Bonjour, je suis un sociologue. Bah oui, mais connard. Ça s'appelle de la torture, ça. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Hein? Un troupeau de gosses pour la science. Déjà, prendre des gosses pour une étude scientifique. Une étude scientifique comme ça, parce que c'est pas juste analyser, faire des questions ou quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on prend des enfants? C'est non, là, on leur montre un truc qui est déjà avéré comme étant traumatisant. Au bout d'un moment, très bien qu'il ait été supprimé, hein, parce que là, les mecs, ils s'en seraient pas relevés, quoi. C'est... Et lentement, c'est devenu une légende urbaine. C'est-à-dire que les gens qui avaient 3 ans en 1976, au début d'Internet, sur les forums, ils en avaient 30. Et ils n'étaient pas certains de leurs souvenirs. Des tonnes de threads sur les forums vont apparaître à propos de cet étrange épisode qui les avait terrifiés. J'ai besoin de mettre les choses au clair. Est-ce que Margaret Hamilton a fait une apparition dans Sesame Street et a repris son rôle de la méchante sorcière de l'Ouest? Est-ce que c'était bien elle ou quelqu'un qui jouait un rôle similaire? Je ne me souviens pas de sa présence sur Sesame Street. Ce qui n'était à l'époque que des légendes urbaines a été confirmé quand il y a des articles de presse de l'époque évoquant cet épisode qui ont été retrouvés. Mais c'est simple, aucune trace de l'épisode en question, étant donné qu'à l'époque, rien ou presque rien ne permettait d'enregistrer une émission de télévision, encore moins une émission pour les enfants. En tout cas, quand on était un simple spectateur, c'était simplement impossible. Des recherches furent effectuées, notamment par des gens assez déter sur le Muppet Central Forum, qui parle de toutes les émissions utilisant donc des poupées de type Muppet. Cet épisode pourrait s'inscrire dans l'iceberg des traumas de la génération Y, des millennials, donc des gens qui se sont développés durant les années 80, en gros. Ce dont parlait JDG aussi, avec Téléchat. Téléchat qui peut être mis dans cet iceberg. Chose dont on avait parlé, je vous rappelle, je vous ramène vraiment au tout début de la chaîne, au deuxième épisode d'Internet Horror, maintenant Atrocity, hein, si vous avez suivi. Après avoir traité de l'iceberg des traumatismes de la Gen Z de Feldup, on a regardé la vidéo aux sources de l'angoisse d'Alt236 qui parle de ses expériences, sachant que lui, c'est un millennials. Donc c'est quelqu'un qui est né dans les années 80. Et il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Premier réflexe des utilisateurs du Muppet Central Forum sera de se poser la question de pourquoi il a vraiment été banni. Est-ce que c'était un problème de copyright ou est-ce que c'était bien parce qu'il était trop terrifiant? En effet, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'infos et notamment l'étude qui avait été réalisée par Sesame Workshop n'était pas encore connue des chercheurs. Des gens proposaient également de regarder dans des registres d'épisodes, de voir des fiches de diffusion. Ils trouveront même une nouvelle photo de tournage, celle-ci où on peut en effet voir Margaret Hamilton dans son personnage. Au cours de 3 longues années, il y aura beaucoup de messages qui vont être postés, des tonnes de mails qui seront envoyés à Sesame Workshop, et même 2 voyages de l'instigateur des recherches en 2018 et en 2019 de l'utilisateur Gravy aux archives de la CTW, où il scannera minutieusement les nombreuses lettres qui ont été reçues au sujet de l'épisode 847. Néanmoins, toujours pas de traces de l'épisode en lui-même.
En février 2019, le boom des lost media commence à arriver et une nouvelle va tout changer. L'archive américaine de diffusion publique va s'associer avec Sesame Workshop pour archiver près de 4500 épisodes de la série et les rendre disponibles. Mais il y avait un petit problème, c'est que ce ne serait disponible que sur place dans les locaux de la bibliothèque du Congrès américain. Aussi, on ne savait pas si l'épisode 847 allait être inclus. Et là, sans prévenir, t'as un utilisateur de Muppet Central qui va poster une screenshot de l'épisode. Ça paraît être rien, mais c'était la preuve que la cassette originale existait encore. Tout le monde était hypé, on ne savait pas exactement d'où elle venait, mais il semblait que c'était lié avec donc l'archive américaine. Alors que tout le monde était hypé, on commençait enfin à avoir des informations hyper importantes, et on savait que l'épisode allait être inclus dans les archives. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Désolé, je mets ça, je place ça et puis on continue. Mais le fait qu'il travaille avec un organisme aussi gros comme l'archive américaine, c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça montre en fait, mais toute la hype qui est générée et tous les moyens que les mecs mettent en place pour pouvoir retrouver un putain d'épisode dont on s'en bat presque les couilles, quoi. Tout le monde va être refroidi violemment lorsqu'il sera annoncé que l'épisode en question ne serait disponible que pour les chercheurs et les instances sérieuses. Il y avait juste un petit espoir éventuellement d'un leak, peut-être venant d'un chercheur secrètement présent sur le thread du forum, mais il y avait peu d'espoir. En novembre 2019, les espoirs remontent. Des parties de l'épisode vont être éventuellement projetées dans le cadre d'un événement Lost and Found extrêmement secret sur les vieux épisodes de la série. Le truc, c'est que c'est pas l'épisode entier, c'est seulement des parties, et que le moindre enregistrement est strictement interdit. L'événement est également très select, peu d'espoir de pouvoir le voir. Mais à partir de ce moment-là, l'histoire, elle va se compliquer. Pourquoi ils interdisent ça ? Parce qu'il va se passer des séries d'événements très mystérieuses dont aujourd'hui on n'a pas encore la réponse. Il existe un wiki Muppet dédié à la série qui parle d'un peu tout ce qui est lié à la série et de tous les épisodes. Et sur ce wiki, il y avait évidemment un article dédié à l'épisode. Et juste après l'event de novembre et la projection de quelques parties de celui-ci, il y a eu une réécriture du scénario de l'épisode expliquant son histoire avec des screenshots. Alors oui, il y a eu des leaks de la projection qui a été réalisée en novembre 2019. Mais ces leaks étaient véritablement dégueux. Ils n'ont été vus que par quelques dizaines de personnes à l'époque, parce qu'ils étaient très secrets pour des raisons de copyright. Également, ce n'était que des parties de l'épisode. Or, sur le wiki, les screenshots étaient d'une excellente qualité et montraient des parties qui n'avaient jamais été projetées depuis février 1976. Quelqu'un aurait eu donc accès, en secret, à des masters de l'épisode. Mais alors, qui les a trouvés ? On n'a toujours pas de réponse à cette question. Mais encore plus fou, en 2021... Pourquoi c'est autant privé pour un truc sur les gosses ? Grosse question. Grosse question. Pourquoi est-ce que c'est autant privé pour un truc sur les gosses ? Pourquoi est-ce que c'est interdit alors que ça pourrait être diffusé ? C'est un truc qui date d'il y a 50 ans. De plus de 50 ans. Là même, on se rapproche des 60 ans. Non, attends. Plus de 40 ans, pardon. Et là, on approche des 50 ans. C'est fou. Ça peut pas être pour des raisons de copyright ou que sais-je. Pour des raisons de perte financière. C'est un vieil épisode qui est jamais sorti. Même, encore mieux, le fait de diffuser cet épisode massivement, ou du moins de le laisser enfin au public, ça peut faire une émulation auprès du public. Donc pourquoi est-ce qu'il le garde secret ? Ça, c'est incompréhensible. T'as un communiqué qui est diffusé par l'archiveur qui dit que leur base de données liée à Sesame Street a subi des leaks importants. Et en 2022, un random utilisateur de Reddit crée un compte du nom de Sarsaparilla 170 qui complètement aléatoirement poste l'intégralité de l'épisode avec un lien méga vers l'épisode entier. Sans pression. Et le truc qui est encore plus fou avec tout ça, c'est que
Personne ne sait qui est ce mec. Personne n'a la moindre information. Et les seules réponses qu'il a pu donner, c'est dans une petite interview sur une vidéo dédiée de la chaîne Blame It on Rory, que je vous invite à regarder. Et tout ce que Rory dira sur cette interaction, c'est qu'il a posté l'épisode un peu dans l'urgence pour mettre un terme aux recherches. Mais alors du coup, s'il a eu les informations avec un piratage, ce qui n'est même pas certain, le piratage c'était 8 mois avant. Donc pourquoi c'est dans l'urgence qu'il l'a posté ? Aujourd'hui, le mystère autour de ce gars et du leak de l'épisode est complètement entier et constitue un mystère à part entière que je trouve personnellement fascinant. Ah mais c'est ultra fascinant. En ce qui concerne l'épisode en lui-même, est-ce qu'il est terrifiant ? Évidemment non, surtout avec un œil adulte. Il y a quand même quelques moments qui sont quand même sacrément marquants pour les enfants. Ce genre d'effet qui arrive sans prévenir. Oui, non, ça, c'est pas terrifiant pour nous, mais c'est impressionnant pour un gamin, ça. Ou encore le ton en général de la sorcière qui est assez agressif. Mais pour une personne qui n'est pas un enfant, comme vous et moi, c'est tout simplement un plaisir monumental de regarder cette pièce de l'histoire, surtout quand, comme moi, on adore Margaret Hamilton. Putain. Update Christine Chubbuck. Deuxième cas. On avait déjà parlé du cas de Christine Chubbuck Vraiment, dans une précédente vidéo sur les Lost Media. Si j'en reparle ici, c'est qu'il y a eu du nouveau. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous invite à regarder la vidéo en question. On la regardera une autre fois. Mais brièvement, il s'agissait d'une journaliste télé sur une chaîne locale pas mal regardée autour des années 70. Ah oui, sale bail ça. Sale bail. C'est une meuf qui s'est, de mémoire, qui s'est suicidée, qui s'est suicidée à la télévision, ça. Donc voilà, avertissement. Bon, très vénère, ouais. Très vénère. Ben, j'avais regardé la vidéo de Feldup à l'époque et on nous l'a pas montré, mais. Elle est devenue mondialement célèbre pour être à l'origine de la première finition de sa propre vie en direct de l'histoire de la télévision. Ça s'est passé durant les news du matin de son émission Suncoast Digest. Cet événement a été évidemment choquant et même si on sait qu'il en existe des copies, aujourd'hui c'est complètement perdu et ces copies ont été confisquées. C'est simple, dans les années 70, c'était vraiment pas courant de faire des enregistrements de télévision, surtout pour des vieux journaux télévisés le matin sur une chaîne locale. La seule organisation qui pouvait posséder un enregistrement, c'était la chaîne elle-même. Et jusqu'à très récemment, c'était ce qu'on appelait un withheld lost media, c'est-à-dire un lost media confisqué par une organisation ou entreprise, car trop choquant ou juste contre ses intérêts. En l'occurrence ici, après l'acte, la cassette serait retombée dans les mains de Greg Chubbuck, le frère de Christine Chubbuck, et celui-ci l'aurait confiée à un cabinet d'avocats qui aujourd'hui garderait la cassette entière pour lui-même. Gardez de côté ces deux informations parce qu'elles vont être plutôt intéressantes et plutôt importantes pour la suite. Au milieu de nulle part, en 2021, quelques temps seulement après l'upload de ma deuxième vidéo sur les Lost Media, t'as un youtubeur du nom de Atalist qui a reçu de la part d'un anonyme privé l'audio complet de cette tentative. De base, il ne voulait pas partager le moindre extrait de la cassette, par respect pour Greg Chubbuck, qui ne voulait absolument pas que cet enregistrement arrive dans le public. Mais au fur et à mesure du temps, le gars, il a commencé à briser sa propre règle constamment. D'abord, en février, il a commencé à envoyer des extraits de l'enregistrement avant le moment clé, c'est-à-dire les quelques news qui ont été prononcées par Christine. Et alors que les gens commençaient à se poser la question de savoir si ce serait moral d'avoir l'enregistrement complet, même si c'était un audio, il a posté l'intégralité de l'enregistrement. In keeping with the WXLT practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and guts news, TV40 presents what is believed to be a television first. Au début, ça paraissait vraiment trop peu crédible. Il y avait eu énormément de recréations de cet événement sur internet. Et à chaque fois que quelqu'un disait avoir trouvé l'enregistrement original, c'était en réalité un hoax pour l'attention. Puis quand les gens ont écouté cet enregistrement, ils se sont rendus compte que la voix était exactement celle de Christine Chubbuck. The end of the line of Sarasota County, which Northport is. What are the needs? Enforcement officers from both Sarasota and Manatee counties.
Last week, teenage gunmen held up. Le débat sur la question a été extrêmement houleux. C'est simple, beaucoup de gens critiquaient Atalist d'avoir fait tout ça uniquement pour devenir connu à partir d'événements extrêmement graves. Celui-ci a d'ailleurs supprimé l'intégralité de ses comptes après ça, tellement il se sentait mal. Surtout que des gens commençaient à lui dire qu'ils avaient contacté des proches de Christine Chubbuck pour lui dire ce qu'il avait fait et que ceux-ci étaient extrêmement énervés et souhaitaient prendre des actions légales. Apparemment, de ce que j'ai compris, ces claims d'action légale et de contact des proches de Christine semblent être des choses complètement fausses. Également, pour couper court rapidement à un mystère, la raison pour laquelle Atalist a changé autant d'avis sur si oui ou non il devait poster l'intégralité de la cassette et qu'il a décidé de finalement le faire, c'est évidemment parce que c'est émotionnellement très difficile de posséder de telles informations tout seul et de ne pas savoir qu'en faire. Il y a des tonnes de personnes qui vont te critiquer si tu le sors, des tonnes de personnes qui vont te critiquer si tu ne le sors pas, et visiblement, selon des témoignages, la meilleure chose qu'il s'est senti de faire, c'était bien de sortir une version de l'enregistrement avant de rapidement l'effacer, afin d'alléger le poids que pour lui ça pouvait représenter. Évidemment, il ne s'agit que de séries de bruits de couloir, et la décision finale peut être largement critiquée, mais il me semblait quand même important de le préciser. Et aujourd'hui, les gens sont sûrs à environ 95% que cet audio est réel. Mais d'où vient-il ? En fait, il y a une théorie qui est assez généralement considérée comme la plus probable que j'ai trouvée sur un thread dédié à ce cas sur le Lost Media Wiki Forum. À la fin du clip, juste après le coup de feu, on entend une voix dire « Waouh ». A television first. In living color, exclusive coverage. Waouh, comme si elle était choquée, mais genre choquée non pas d'un truc qui vient de se passer sur un plateau, plus choquée en écoutant un enregistrement qui a été réalisé. Comme s'il s'agissait d'un enregistrement joué devant plusieurs personnes. Le waouh qu'on entend sonne tellement plus proche de l'enregistreur et d'une meilleure qualité. Vraiment, on entend l'enregistrement d'un enregistrement en réalité. Et surtout, on entend quelqu'un arrêter vite l'enregistrement à la fin. Comme si quelqu'un dissimulait un dictaphone. Et si on écoutait en réalité un enregistrement pirate d'une écoute faite par la police ? Probablement également pour écrire le transcript textuel de ce qu'elle disait avant sa mort, qui tournait déjà depuis un long moment. Mais plus probable encore, est-ce qu'on serait pas en train d'écouter quelqu'un qui travaille pour le cabinet d'avocats qui garde soigneusement la cassette pour eux. Probablement un employé qui doit certainement beaucoup s'amuser à montrer cet enregistrement à plusieurs de ses collègues. C'est selon moi la théorie la plus probable. Quelqu'un sans avoir le droit à jouer cet enregistrement à quelqu'un, cette même personne l'a enregistré. En bref, il s'agit d'une des avancées les plus sombres et incroyables de l'histoire des Lost Media que beaucoup pensaient ne jamais voir un jour. Putain. Godspeed you Black Emperor, all lights on the R.E.M. Drowning. Godspeed You Black Emperor, c'est un groupe canadien et québécois de post-rock que personnellement j'adore viscéralement. Ils se sont formés en 1994 à Montréal et sont responsables de certains de mes albums instrumentaux préférés, dont notamment le dark et déprimant A-Sharp F-Sharp Infinity et aussi le légendaire Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Un jour posez-vous pendant une après-midi si vous êtes déter et jouez l'intégralité de l'album du début à la fin sans pause, en regardant le plafond ou en dormant, c'est franchement des expériences assez inoubliables. Mais quand le groupe s'est créé en 1994, une autre légende du Lost Media s'est créée. Leur premier vrai album ne serait pas le génial A-Sharp F-Sharp Infinity, mais bien une cassette beaucoup plus primitive qui n'a été créée qu'en 33 exemplaires, c'est extrêmement peu, le très étrangement désigné All Lights on the R.E.M. Drowning. C'était une époque où le groupe avait un autre son, plus hardcore et plus punk et moins sophistiqué. Cette cassette était considérée un peu comme le plus grand Lost Media musical qui existe, avec évidemment d'autres trucs, notamment 2-3 Lost Media des Beatles, mais dont je parlerai peut-être un jour ou une autre fois. Dans la tête des gens, personne ne pouvait posséder cette cassette, à l'exception du label de Godspeed qui possédait visiblement des trucs liés à l'album, sans plus de détails, mais qui n'étaient clairement pas chauds de communiquer dessus. Les seules infos qu'on avait provenaient de rares interviews avec le groupe qui eux-mêmes disaient que dans leur tête c'était tout simplement impossible qu'on puisse le réécouter un jour. La recherche sur internet ne va mener nulle part jusqu'en 2013. En 2013, on aura en effet les premiers claims que quelqu'un possédait véritablement cette cassette. Un individu sur Reddit nommé Casquette Jack, qui aujourd'hui a supprimé son compte, explique qu'un jour dans les années 90, il se baladait dans un endroit appelé Room 201 Records dans la ville de Moncton au Canada. Il adorait acheter des démos de groupes locaux de nouveaux endroits qu'il visitait, et à un moment, t'as un mec qui lui a dit « Hey, prends cette cassette, écoute, c'est trop bien ce groupe !» Il va prendre la cassette, il va la ramener chez lui et l'écouter,
et trouvait ça vraiment pas fou. Bref, il va la mettre dans un sac et ne plus y penser pendant un long moment. Et il va la retrouver quand il fera du ménage en 2013. Il va chercher sur Google et tomber sur le cul. Il a en main une légende de la musique. Il se décide de poser la question sur le subreddit musique et pose des photos sur Imgur de la cassette. Très bizarre ça. Très bizarre l'image de la jaquette. Casquette Jack. Il la montre dans tous les sens, tous les détails, c'est assez légendaire, mais on n'entend toujours pas le moindre bruit venant de cette cassette. Les gens veulent des extraits. À ce moment-là, il va mettre 2 petits morceaux parmi les 27 de la cassette, et après, silence radio. Il supprimera son compte Reddit. Beaucoup pensaient à un énorme hoax, et en fait, il dira plus tard qu'il a flippé sur les problèmes de copyright. C'était la plus grosse piste qui existait, mais c'était vraiment pas certain qu'elle soit vraie. Donc sur le moment, on n'avait que 2 morceaux sur 27, et ces 2 morceaux, on savait même pas s'ils étaient legit. Ouais. Ouais. 9 ans après, le 4 février 2022, c'est récent. L'album apparaît aléatoirement sur le board Mud 4chan destiné à la musique. J'ai quelque chose que vous vouliez depuis très très longtemps. Personne ne l'avait avant, mais maintenant, tout le monde peut l'avoir. Vous ne me croyez pas ? Comparé avec ce qui a déjà été leaké avant. C'est bon, le premier album de Godspeed You Black Emperor est là. J'espère que vous allez l'aimer. Tout le monde était sur le cul. Ça sonnait vraiment convaincant, ça correspondait avec le passé et les descriptions, mais ça sortait de nulle part, pas la moindre explication, mais c'était là. Puis évidemment, les gens, ils ont commencé à douter. Ça sonne un peu comme du Godspeed You Black Emperor, à la différence que là, il y a des voix chantées, ce qui n'est que très peu présent à l'intérieur du groupe. Et alors que tout le monde se disait « Ouais, non. En vrai, c'est un hoax », le groupe a sorti l'album sur Bandcamp. C'est incroyable. Les mecs, ils ont dû voir à quel point la sauce, la mayonnaise, là, elle montait depuis pas loin de 10 ans. Et ils ont fait une masterclass, ils ont sorti l'album. Seulement 10 jours après, le premier album de Godspeed You Black Emperor était disponible sur Bandcamp par le groupe, donc ouais, c'était legit. Bref, un des plus gros loss media de l'histoire de la musique est maintenant disponible. L'album est vraiment bizarre en vrai, hein, c'est plutôt étrange à écouter, et ça ne correspond pas vraiment au son du groupe, mais encore une fois, on ne sait toujours pas pourquoi Casquette Jack a refusé de montrer tout l'album, et on ne sait toujours pas d'où vient ce leak. Ça, c'est un mystère qui restera, je pense, à jamais un mystère. C'est incroyable cette histoire. Toy Box Killer Tape. Oula. Ok, celui-là, il est vraiment hardcore. Donc désolé d'avance, ça va devenir assez violent dans les prochaines minutes. Si vous regardez pas une vidéo Lost Media pour ce genre de sujet, je vous invite à aller à ce timecode, hein, c'est la fin de cette portion de la vidéo. Mais là, on va parler d'un sujet parmi les plus sordides que j'ai jamais traité. David Parker Ray est un des individus les plus dégueulasses que la planète ait pu porter. Il est né le 6 novembre. Godspeed You Black Emperor, c'est vraiment cool en passant. Bah écoute, moi franchement, ça me donne envie d'écrire. Et l'histoire qui vient est horrible. Eh ben, c'est super. C'est super. On est là pour ça, après tout. Hein ? Encore une fois, trigger warning. De cette portion de la vidéo, mais là on va parler d'un sujet parmi les plus sordides que j'ai jamais traité. David Parker Ray est un des individus les plus dégueulasses que la planète ait pu porter. Il est né le 6 novembre 1939 dans le Nouveau-Mexique et il a été élevé avec sa sœur par son grand-père, bien que son père alcoolique et violent les visitait régulièrement. Celui-ci lui a donné notamment des magazines de pornographie sadomasochiste ultra violents qui vont rapidement lui mettre des images dans la tête. Super. David était extrêmement timide auprès des femmes et il n'était vraiment pas très bon élève, préférant boire et se défoncer. Il finira par rejoindre l'armée avant de partir pour devenir mécanicien. Il se mariera plusieurs fois, à chaque fois ça finira en divorce, mais il aura en tout cas 2 enfants, dont une certaine Jessie Ray. Puis au milieu de tous ces événements, vraiment on ne sait pas exactement quand, il s'est mis à faire des trucs
absolument abominable. D'abord, il va acheter un camion et il va dépenser des centaines de milliers de dollars de l'époque afin de l'insonoriser et de mettre des tonnes et des tonnes d'objets de torture physique et sexuelle. Il va appeler ce camion sa boîte à jouets, sa Toy Box. Il va en tout kidnapper plus de 60 femmes différentes à l'aide de plusieurs complices, dont ses copines de l'époque et sa fille. Oui, sa fille. Sa fille était un complice. Ses femmes étaient ses complices. Certains de ses potes étaient ses complices. Bref, vous allez comprendre que ça va devenir très très sale, très très vite. Ces femmes qu'il va kidnapper, il va les enfermer pendant plusieurs jours, semaines, mois et apparemment, selon ses propres dires, mais on n'est pas sûr, plusieurs années. Je ne vais pas aller trop en détail sur les crimes en particulier de Parker Ray. C'est certains des trucs les plus horribles qu'on puisse trouver. Ce mec était une énorme merde et on parle de certains des actes les plus extrêmes qu'on puisse infliger à des gens. Maintenant, parlons de son arrestation. Le 19 mars 1999, une jeune femme de 22 ans, Cynthia Vigil, travailleuse du sexe, était sur un parking de la ville d'Albuquerque en train de chercher des clients quand un policier sous couverture l'arrête pour sollicitation au travail du sexe. Il la met dans sa voiture et se met à conduire. Cet homme, et vous vous y attendiez, c'était David Parker Ray. Il l'amène ainsi à sa Toy Box et l'enchaîne à la table centrale. 3 jours passeront de torture, de violence ultra extrême que je ne détaillerai pas car c'est vraiment sordide. Puis le 3e jour, alors que David était au travail, Cynthia Vigil s'est rendu compte que Cindy Handy, la copine et complice de David à l'époque, avait laissé les clés des chaînes de Cynthia sur une petite table proche d'elle. Cynthia arrivera après de nombreuses contorsions à saisir ses clés et à se libérer. Cindy le remarquera assez vite et se mettra à pourchasser Cynthia, qui arrivera à se défendre en la poignardant avec un pic à glace avant de partir le plus vite possible. Cynthia s'en ira nue et ne portant qu'un collier d'esclave et toquera à la porte la plus proche qui l'accueillera et appellera la police. Ray et Andy, qui étaient encore vivantes visiblement, seront arrêtés automatiquement et ainsi commença l'enquête. La quantité de victimes de David Parker Ray ne peut être que estimée. On sait que c'est au moins plus de 60, mais seulement 3 personnes ont été retrouvées, car elles ont survécu en étant droguées pour ne pas s'en souvenir. Par exemple, la photo que vous voyez actuellement est une photo qui a été retrouvée dans les affaires de David Parker Ray. Beaucoup d'enquêteurs pensent que cette femme serait une de ses victimes, mais encore aujourd'hui, celle-ci reste non identifiée. Au début de l'enquête, la Toy Box sera examinée par les chercheurs. Le dispositif sera ausculté, il y avait une table de gynécologue au centre avec de nombreux outils d'immobilisation et de torture et un miroir au plafond pour que la victime se voie lorsqu'on la torture. Mais aussi on a trouvé des cassettes. Une cassette audio et une cassette datant de 3 ans auparavant en 1996. La police jouera la cassette et verra une vidéo d'une femme terrifiée, torturée et vous comprenez quoi. Cette femme restera non identifiée jusqu'à ce qu'on trouve Kelly Garrett, une ancienne amie de la fille de Parker Ray qui a été droguée par celui-ci après une engueulade avec son mari et qui a été placée dans la Toy Box après coup et sera ensuite abandonnée sur une route après s'être fait trancher la gorge. Elle survivra à cette attaque, rentrera et personne ne la croira. Ni son mari, ni la police. Et son mari la quittera carrément car il pensait qu'elle l'avait trompé ce soir-là. Je vous dis tout ça pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des gens derrière les crimes, qu'on soit clair. Et ces victimes derrière ces crimes, souvent c'est des gens qui n'ont jamais pu s'en remettre concrètement. Cynthia Vigil aujourd'hui encore est SDF et vit de motel en motel avec ses enfants. Un d'eux s'est d'ailleurs fait buter et l'autre est arrêté pour suspicion de meurtre. Bref, on est en face de gens qui ont vu l'intégralité de leur vie être démolie par quelqu'un qui n'a même pas eu à souffrir tant que ça, étant donné que David Parker Ray est mort quelques mois après avoir reçu sa peine, quelques temps à peine avant qu'il fasse un énième interrogatoire qui aurait peut-être permis d'identifier plus de victimes. Sa mort est arrivée tellement tôt qu'aujourd'hui on ne sait même pas qui ont été l'intégralité de ses complices, complices parmi lesquels beaucoup de théories disent qu'il y aurait eu des policiers, des proches à lui, des gens de pouvoir. Bref. Cette histoire sordide, j'en parle déjà car il y a un Lost Media, mais on y viendra, mais aussi car le FBI a dit que plus on en parlait, plus les gens s'en souvenaient, et plus ça générait des pistes pour trouver des restes humains. En effet, on n'a jamais retrouvé un seul cadavre, malgré le fait qu'on sache les endroits exacts où il lâchait ses victimes, mais visiblement, ça ne suffit pas. Maintenant, dans toute cette horreur, où se trouve le Lost Media ? Eh bien, souvenez-vous quand j'ai parlé des 2 cassettes dans la Toy Box. Il y avait parmi elles donc la cassette vidéo que évidemment personne ne veut voir et qui doit être détruite le plus vite possible, pitié qu'on ne la retrouve jamais, mais également il y avait une cassette audio.
Et ça aussi, c'est une part de son histoire. Cette cassette audio contient un discours tenu par David Parker Ray lui-même, qu'il jouait à ses victimes dès qu'elles arrivaient dans sa remorque. Et celle-ci expliquait très précisément ce qui allait leur arriver, et ce qui est dit dans cette cassette est abominable. Il n'y a pas qu'une seule cassette normalement. De ce que j'ai compris, il en existe beaucoup. Mais ce qui est recherché en particulier, c'est évidemment la première cassette, celle qui est jouée en premier dès que vous arrivez dans la Toy Box. Depuis très longtemps, on a accès sur internet à des retranscriptions de ce qui est exactement dit dedans. Mais l'enregistrement lui-même, personne ne savait si on allait pouvoir y avoir accès. Mais aussi, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que ce soit trouvé tout connement. C'est le débat interne le plus régulier au sein des communautés cherchant des lost media. À quel moment on s'arrête pour se dire qu'un truc ne doit pas être trouvé? Par exemple, la cassette vidéo, techniquement, c'est un lost media, mais en soi, personne ne veut que ce soit jamais accessible. Faut être une très mauvaise personne pour vouloir vraiment voir ça. Par contre, la cassette audio, c'est plus divisé. Certains pensent que ça ne sert à rien, mais d'autres se disent que c'est important à archiver. Et ben t'as un gars l'année dernière qui s'est imposé pour mettre fin au questionnement sur le sujet définitivement. Il s'agit de Joseph Pasteris, connu sous le nom de Tom Servo sur le Lost Media Wiki, qui, le 6 octobre 2022, s'est dit qu'il allait se mettre à la recherche de l'un des Lost Media les plus demandés et connus de l'histoire. Et il a réussi à trouver l'enregistrement entier. Comment il a fait pour retrouver ce Lost Media extrêmement recherché, vous allez me demander? Eh bien, il a fait ce que personne n'avait osé faire auparavant. Demandez. Oui, il a juste envoyé une lettre à la police de l'État du Nouveau-Mexique demandant une copie digitalisée de la cassette. Et 2 semaines après, il l'a reçu, l'enregistrement entier de la vraie cassette jouée par David Parker Ray à ses victimes terrorisées. Okay, we both know what you've been brought here for. A lot of your wrists and ankles are chained and you're gagged because you're not going to like the way I do it. Cet enregistrement est abominable. Je déteste tout ce qu'il signifie, je déteste tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il représente. Et ce qui m'énerve le plus, c'est le calme total dans la voix de Ray. Cet homme peut être n'importe qui, et il a détruit tellement de femmes et de familles qui ne sauront probablement jamais qu'il en était responsable. Il existe d'autres parties et d'autres cassettes, comme je vous l'avais dit auparavant, qui en tout font plus d'1 heure d'instruction. Mais je pense qu'il faut s'arrêter à celle-ci, et laisser cette personne, ainsi que ses complices tous libres aujourd'hui, pourrir, en espérant qu'on les oublie à jamais. Putain. Short subject. Pour les 2 derniers sujets de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je tourne un autre jour. Vous pouvez le voir à ma barbe vraiment dégueulasse. Mais également, il y a une ambiance plus sombre et j'ai pas vraiment de texte très construit. Parce que j'ai envie de vous raconter ces histoires comme moi je les ai entendues la première fois. Si jusqu'à maintenant je me suis penché sur des lost media qui ont été retrouvés après des efforts de recherche plus ou moins importants, ici j'aimerais parler d'un autre type de lost media, ceux qui sont trouvés par hasard. Et ceux-là, je les trouve vraiment fascinants. Entre 1967 et 1969, on n'est pas trop sûr, il y a un court-métrage du nom de Short Subject, aussi connu sous le nom de Mickey Mouse au Vietnam, qui a été créé par un gars qui s'appelle Whitney Lee Savage. C'est également le père d'un des créateurs de Mythbusters, donc c'est quand même assez cool. Et ça a été également co-créé avec un artiste du nom de Milton Glaser. Ce court-métrage, c'est vraiment un court-métrage. Ça dure pas plus d'1 minute, c'est très simple, c'est une petite animation muette qui avait pour objectif d'être diffusée pendant des festivals de cinéma indépendant, et qui, en l'occurrence, a eu un léger succès. En effet, il y avait un côté assez impactant de faire une version bootleg de Mickey Mouse qui soit assez crédible et qui dénonce d'une manière très frontale et très directe les dégâts que ça peut causer la guerre au Vietnam à l'époque aux États-Unis. Le short a reçu plusieurs distinctions, dont un prix au International Short Film Festival à Oberhausen en Allemagne, mais dès les années 70, il va un peu disparaître. Ça va devenir une sorte de pièce de l'histoire, un des témoins de la communication artistique autour de la guerre du Vietnam à l'époque, mais c'était un peu tout. Et ça va être tellement tout qu'il va disparaître. C'était pas un complet lost media, c'était un withheld lost media. On savait qu'il y avait quelques organisations qui possédaient d'obscures copies ici et là, qui de temps en temps faisaient résurgence durant des festivals, mais ces copies n'étaient accessibles qu'à des organisations dites crédibles, des cérémonies, des producteurs, etc., etc. Et évidemment, ça coûtait une blinde. L'objectif des gens qui cherchaient ce short, c'était de faire ressortir une copie qui puisse être accessible à tout le monde. Et on va faire les choses très simples. En avril 2013, t'as un YouTuber qui, au pif, va poster l'intégralité du short sur YouTube. La seule chose qui manquait, c'était la BO originale qui a été remplacée par du System of a Down dans la vidéo. Mais ce YouTuber, du nom de Badigins, avait réussi d'une manière mystérieuse à retrouver une copie de la cassette. Mais du coup, où est-ce qu'il l'a trouvée ?
Et c'est là que je trouve ça vraiment, vraiment fou. Quand on a contacté Abad Higgins, il a expliqué qu'il l'avait retrouvé à l'intérieur d'un bac à déchets d'une obscure université américaine. S'il ne l'avait pas trouvé au moment où il l'avait trouvé, et qu'il n'avait pas eu le réflexe de juste prendre la cassette avec lui, une des seules copies disponibles au public aurait probablement disparu. Parce qu'un bac à déchets, vous avez bien compris, que ça finit à la poubelle. Mais alors du coup, vous allez me demander comment une des seules copies disponibles d'un des courts-métrages indépendants les plus recherchés de l'histoire a pu se retrouver dans un bac à déchets OSEF. On n'en a pas la moindre idée. Et dans l'exact même style, laissez-moi vous parler d'un Lost Media qui n'a pas été retrouvé à l'époque d'Internet, mais dans les années 80, et qui est encore plus fou. La Passion de Jeanne d'Arc. La Passion de Jeanne d'Arc, c'est un film français qui a été réalisé par Karl Dreyer en 1927 et qui a été projeté en 1928 pour la première fois. C'était un des derniers gros films muets de l'histoire. Il avait été tourné à l'origine pour être parlant, mais malheureusement, à cause de problèmes techniques, c'est resté un film muet. Du coup, c'est une sorte de mélange un peu étrange des deux genres et c'est en vrai hyper intéressant pour l'histoire du cinéma, évidemment. Le film a été considéré à l'époque comme un chef-d'œuvre. Il a été extrêmement apprécié par la critique, mais d'un point de vue entrée en salle, ça a été un de désastre, tellement qu'il y a eu des procès entre la Société Générale et le réalisateur Dreyer autour des questions de financement, de censure qui a été réalisée par la Société Générale pour pas offenser les chrétiens, ce genre de trucs. Bref, c'est un film qui a de l'histoire, qui est important et qui pourtant, à un moment, a complètement disparu. En effet, à cause de son échec en salle, des controverses qu'il a créées, il sera très vite retiré des salles et ce sera un des premiers films qui va disparaître par un des plus gros fléaux des Lost Media datant d'avant les années 40, les feux de studio, à cause de la composition des pellicules de l'époque, qui étaient faites en nitrate d'argent. Le film a été projeté pour la première fois en 1928 et dès 1929, les dernières copies connues avaient brûlé. C'était un désastre et le film est devenu connu dans l'histoire du cinéma, mais il n'était disponible que dans des extraits de copies extrêmement douteuses. C'était la loose. Dreyer considérait vraiment ce film comme son chef-d'œuvre, et malheureusement en 1968, il va mourir pensant que celui-ci était perdu à jamais. Ce qui est vraiment triste, sachant qu'il va être retrouvé un peu plus de 10 ans après. Mais, comme avec le précédent sujet, on n'a pas beaucoup de détails sur comment il a été retrouvé. On a juste quelques lignes, une des copies les plus impeccables des négatifs originaux 35 mm du film a été retrouvée en 1981 dans un asile psychiatrique. Et au-delà de ça, en 1984, il sera déterminé que cette copie était un director's cut. C'était la version que Dreyer voulait diffuser. Maintenant, depuis Et ça a été retrouvé en Norvège. Wow. En 1985, le film est disponible au public dans des versions vidéo, des VHS, des DVD. Mais alors encore une fois, qu'est-ce qu'une bobine historique aussi importante foutait à l'intérieur d'une armoire d'un asile psychiatrique? On ne le saura très certainement jamais. Et une armoire d'un asile psychiatrique en Norvège. Merci d'avoir regardé cette première partie, je vais essayer de sortir les 2 prochaines parties assez rapidement. Mais faut-il me faire confiance pour les horaires? C'est écrit juste ici. Cette vidéo a mis vraiment beaucoup de temps à sortir, j'ai eu beaucoup d'emmerdes. Et le mois d'avril va être très compliqué, hein. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai des concerts. Mais j'ai également du 21 au 23 avril un event de streaming H24 que je vais faire, le Battle 4 comme j'avais fait l'année précédente. Je voudrais que vous soyez le plus présents, ça va être vraiment trop bien. Il va même y avoir un concert en live, peut-être même 2, figurez-vous. Ça va être vraiment vraiment cool. Mais du coup, je suis très pris en ce moment. Mais il y a énormément de trucs qui se construisent. Il y a notamment après cette trilogie sur les Lost Media, la petite trilogie annuelle, ça fait plaisir. Au-delà donc de cette trilogie de vidéos, il y a une très grosse vidéo True Crime qui arrive, qui est en concoctage depuis 4 mois. Ça va être un truc de fou. Bref, ça taffe dur. J'ai hâte de commencer la partie 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi. Les sujets m'ont passionné parce que c'est un enfer de faire des recherches sur certains de ces sujets, parce que tu dois te balader dans des dramas, etc. sur des forums. Bref, à la prochaine. Donnez aux caisses de grève. Bisous. Donnez aux caisses de grève, oui. Message le plus important de toute la vidéo. Incroyable. Hein. Salut, comme d'habitude. Hein. On l'embrasse, le bébou ultime. Mais c'est
C'est génial. C'est génial. Ça fait déjà une bonne première vidéo d'introduction au thème des Lost Media quand même, hein. Et on revient sur cette scène, hein. Bon, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en pense? Ça nous aura fait un épisode de Atrocity peut-être un peu plus court que d'habitude, hein. Mais néanmoins très appréciable, une bonne entrée en matière dans l'univers du Lost Media. En attendant de voir d'autres épisodes, d'autres chaînes, hein, que ce soit d'Obscuria ou d'autres trucs, en attendant de voir la prochaine partie de ce triptyque proposé par Feldup. Il est juste trop fort, oui, je suis d'accord, mais Feldup, il est... plus ça va, mieux c'est, hein, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Et se dire que il y a 3 ans, le mec, il était à même pas 200 000 abonnés. Plus ça va, mieux c'est. Oui, c'est... oui. Enfin bon. Comme d'hab, c'était un plaisir. J'ai pas trop discuté sur la fin parce que c'est des sujets que je connaissais pas trop, que il y avait pas moyen trop de discuter là-dessus, hein, de toute manière, hein. Le cas de David, je sais pas trop quoi là, David Parker Ray. Voilà, c'est un exemple. Le short sur Mickey au Vietnam, chaud quand même, hein. Mais voilà. Et on retrouve un film français des années 20 dans un asile psychiatrique à Oslo, en Norvège. Pardon. C'est quoi ce bordel? Bon. Il est 23h. Je pense qu'on va se laisser là. À mon avis. Petite émission sympathique. Et puis, on va se dire à la prochaine. On va faire, comme d'habitude, un petit raid. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. On va voir un petit peu qui c'est qu'il y a en live. On a Aniki, on a Phoenix Noir, Platinium, Otsana. Otsana qu'on pourrait aller raid. La bise Riverlands, bien évidemment. La bise à toi. Allez, on va raid Otsana pour lui donner un petit peu de force. Otsana qui est actuellement sur Son of the Forest. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que ceux qui regarderont la VOD aussi, ça vous éclatera. Le sujet est incroyable. Le sujet est génialissime. Les Lost Media, hein, de manière générale, c'est vraiment du petit lait. C'est fascinant. C'est fascinant et c'est un autre grand pan de la culture mystérieuse, horrifique d'Internet qu'on peut mettre à côté de l'analog horror, qu'on peut mettre à côté de la vibe ARG, qu'on peut mettre à côté des creepypasta, à côté du true crime aussi. Ça fait partie de tout ça. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Enfin bon, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me donner vos impressions. N'hésitez pas, comme j'ai dit un petit peu plus tôt,
à raconter vos propres expériences de Lost Media en commentaire sur la vidéo sur YouTube. Puis voilà, rien de plus. Abonnez-vous à Twitter, rejoignez le Discord, c'est sympa. On va essayer d'animer ça un petit peu plus progressivement. Voilà. On fait le coucou à Otsana. On est gentil, on est courtois. Allez faire le raid pour pouvoir la soutenir et ça me permet de me soutenir moi aussi. Et moi de mon côté, je vous dis tout bonnement à la prochaine. Allez, la bise.